BFM Business, BFM Crypto, le club. Et un bitcoin à 26 637 $ aujourd'hui. On va en parler bien sûr des perspectives du marché crypto avec Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Gonzague Grandval nous rejoint aussi, cofondateur DG et directeur général de Scheme. Bonjour Gonzague. Bonjour Guillaume. Vous dites qu'il ne faut pas craindre l'intelligence artificielle, vous nous en parlerez dans un instant. Il ne faut pas la craindre car les blockchains vont permettre de la réguler. Il n'y aura peut-être pas besoin d'ailleurs de régulation législative trop importante parce que les blockchains apporteraient une solution pour éviter de voir l'IA trop dériver. Vous nous expliquerez tout cela dans quelques minutes. Un très petit coup d'œil quand même au cours, au potentiel des cryptos. Valentin Nico nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. On est toujours scotché quand même là sur le Bitcoin, sous les 27 000 $ à l'instant. C'est certain. En plus, on a eu quand même quelques news qui auraient pu entacher la performance de début d'année sur les principales cryptos. Maintenant, on peut voir ça aussi de façon positive. En se disant que la valeur fondamentale, que ce soit du Bitcoin ou ne dépend pas d'intermédiaires financiers. Parce qu'en soi, c'est vrai que si on analyse la chose, des intermédiaires financiers dans les cryptos, s'il y en a, que ce soit le plus gros ou le second, il y en aura certainement un qui prendra la place derrière. Donc voilà, personnellement, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Ça a été moins le cas sur les altcoins qui étaient beaucoup plus dépendants de ces news, hein. Donc je rappelle que ce soit Binance, Coinbase, pour diverses raisons à la fois juridiques, de risque et de conformité, sont un peu mises à mal sur la dernière semaine. Et donc pas trop de remous sur les deux principales, hein. On est toujours entre 27 et 26 sur le Bitcoin et entre 1800 et 1900 sur l'Ethereum. Donc oui, on est un peu bloqué. Mais bon, on est quand même dans une phase de marché où des doutes arrivent et le volume est très faible. Donc personnellement, d'un point de vue prise de décision, je trouve ça assez complexe. Donc pour ceux qui sont déjà dans le bateau, on est sur une tendance de long terme qui reste haussière. Pas de remise en question pour nous, en dessous 25 000 toujours sur le Bitcoin et 1700 sur l'Ethereum. Mais maintenant, pour les trades un petit peu plus actifs sur les altcoins, c'est vrai que personnellement, je resterai un petit peu en dehors de tout ça, sur le court terme en tout cas. On va voir ce que décide la Fed la semaine prochaine. On a eu des surprises, hein. Banque du Canada et Banque d'Australie dont on attendait une pause et qui choisissent finalement de relever leur taux à la surprise générale. C'était hier et avant-hier. Ouais. Et oui, ça pourrait aussi préfigurer une hausse de taux de la Fed. Tout à l'heure, Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, nous disait la Banque du Canada, c'est assez souvent prédictif de la Fed. On va suivre tout cela et ça pourrait aussi impacter les cryptos. Merci Valentin de nous avoir accompagnés. Merci Guillaume. Valentin Nico en direct avec nous. Et puis s'ajoutent tous les déboires de l'écosystème aux États-Unis. Grégory, la semaine a été très très riche. Il y a 3 jours, la SEC, le gendarme des marchés américains, déposait une plainte contre Binance, puis le lendemain contre Coinbase. On va donc répondre aux grandes questions que cette stratégie de la SEC pose à l'écosystème. D'abord, que reproche-t-on vraiment à Binance? Alors les deux plaintes, même s'il y a des points communs, elles sont quand même assez différentes. Ce qui intéresse la SEC, donc le gendarme financier américain sur Binance, c'est surtout l'organisation de la filiale américaine, à quel point elle est connectée à l'organisation Binance globale, quels sont les échanges plus ou moins cachés entre les deux structures. Et donc ce que la SEC prétend, c'est qu'il y a eu un mélange des fonds des clients avec ceux de Binance et aussi ceux des teneurs de marché qui opèrent sur Binance US. Et comme par hasard, on va dire, certains teneurs de marché étaient détenus par le fondateur de Binance. Donc il y a plein de liens là qui sont en train d'être mis au jour en fait, et que Binance n'avait pas forcément révélé jusqu'à présent. Et en fait, ce que dit la SEC, c'est qu'il y a aussi des manipulations de marché. En gros, on utilise des teneurs de marché un peu amis pour faire grossir les volumes d'échange. Plus il y a de volume d'échange, plus on attire en fait des traders, des investisseurs, et donc il y a une sorte de distorsion de concurrence. C'est un peu ce qu'on reproche à Binance, et bien sûr aussi le fait que la SEC trouve que c'est une bourse en fait non réglementée et qui devrait s'enregistrer en tant que bourse pour pouvoir offrir des
ce qu'elle considère comme des titres financiers, c'est-à-dire des crypto-monnaies, même si c'est contestable selon les parties. Voilà quelques-uns des griefs adressés à Binance. Ceux adressés à Coinbase, ils ressemblent, c'est comparable ou vous voyez quand même beaucoup de différences? Alors sur une partie, sur le fait que la SEC considère que Coinbase devrait aussi s'enregistrer en tant que bourse aux États-Unis, parce que Coinbase, comme Binance, propose des actifs numériques, donc des crypto-monnaies au trading, et la SEC considère que les crypto-monnaies, c'est comme des actions, c'est des valeurs mobilières, donc il faut être enregistré pour pouvoir le trader. Bon, après, il y a une petite partie aussi sur le stacking. Coinbase est un acteur assez important, donc qui offre à ses utilisateurs la possibilité d'immobiliser des crypto-monnaies dans des protocoles, donc notamment dans Ethereum, pour participer à la sécurisation du protocole et contre une rémunération. La SEC considère que cette rémunération-là, c'est un rendement, donc c'est un titre financier, donc il faut s'enregistrer pour ça. Des poursuites donc contre Coinbase, des poursuites aussi contre Binance, pour des raisons un peu différentes malgré tout, même s'il y a quelques points communs. Quel est le dossier le plus grave? Alors incontestablement, c'est celui de Binance. On parle de manipulation de marché, c'est ce qui n'est pas du tout le cas chez Coinbase. Et surtout, ça se voit dans la plainte déposée par la SEC. Dans le dossier Binance, il y a une plainte qui est déposée contre Changpeng Zhao, qui est le patron et fondateur de Binance. En fait, potentiellement, il peut aller en prison si le procès va au bout. Dans l'affaire de Coinbase, Brian Armstrong, le fondateur, le président, n'est pas du tout inquiété. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Pourquoi Coinbase tient absolument à ne pas être qualifié comme bourse traditionnelle? Pourquoi ça leur fait peur? Pourquoi ça les gratte? Alors, en fait, eux, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'il y a un côté philosophique. On ne veut pas être une bourse réglementée parce que on ne propose pas des titres financiers. Les crypto-monnaies, c'est la décentralisation, c'est une nouvelle forme d'actifs. Donc, en tout cas, on ne peut pas répondre à une réglementation ancienne. Voilà, ça, c'est ce qu'ils disent. L'autre côté, c'est que quand on est une bourse réglementée, on a plein de contraintes, notamment quand on veut lister une nouvelle crypto-monnaie. Quand on est une plateforme d'échange, on peut demander un peu ce qu'on veut au projet pour avoir le droit pour autoriser le listing. Et ça se fait un peu à la tête du client. Quand on est une bourse réglementée, tout ça est extrêmement encadré, c'est transparent. Il y a aussi les plateformes d'échange de crypto-monnaies actuellement, donc qui sont non réglementées, elles peuvent trader pour leur propre compte, pour le compte des clients. Et en fait, les gros ordres de trading sur les plateformes d'échange, on ne sait pas exactement à qui ils appartiennent, tandis que sur des plateformes réglementées, il faut être totalement transparent. Donc en fait, Coinbase passe un peu pour une entreprise très idéaliste, très philosophique, très crypto. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'opportunisme aussi. C'est un peu opportuniste, effectivement. Mais enfin, on peut quand même se demander pourquoi le gendarme des marchés américains, pourquoi la SEC a autorisé l'introduction en bourse à Wall Street de Coinbase si elle estime que l'activité de Coinbase est illégale. Alors ça a suscité beaucoup d'incompréhension. C'est vrai, ça. Pourquoi on les autorise alors qu'ils sont censés être illégaux aux yeux de la SEC? Alors, vous savez, dans ce genre d'histoire, c'est un peu plus complexe qu'on veut bien le faire comprendre. En fait, ce sont deux dossiers différents. Quand on fait une demande d'introduction en bourse, en fait, la SEC va regarder si le dossier d'émission des actions est conforme et on ne va pas du tout regarder l'activité de la société en tant que telle. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Tout simplement, voilà. Ça respecte une procédure et on ne regarde pas forcément tout le fond de l'histoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine où la SEC s'en prend à Coinbase et à Binance 2 jours d'affilée, quoi. Enfin voilà, Coinbase et dès le lendemain Binance et dès le lendemain Coinbase, ils y sont allés pas de main morte là. Gonzague. Ouais, ça vous a fait marrer, ça vous a inquiété? Sacrée semaine. Alors tout le monde s'est inquiété très fort. Tout le monde a regardé les cours et finalement ça a fait une sorte de petit put. C'est-à-dire qu'on a perdu 3%, on a regagné 2,5%, on est quasiment au niveau d'avant l'annonce de la SEC. Finalement, le poids de la SEC sur le marché des cryptos n'est pas si majeur, en tout cas en termes de prix, en termes d'influence sur le prix. Ça oriente les démarches des entreprises, des bourses, dans des démarches de régulation, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc tout ça va dans un sens qui est assez écrit, qu'on voit clairement. Je crois aussi que ces interventions de la SEC vis-à-vis de Binance et de Coinbase aussi sont là pour
récupérer de gros chèques de la part de ces acteurs qui sont riches pour clore ces dossiers et que la SEC puisse repartir avec quelques milliards de plus dans les poches pour les années à venir. Parce qu'il y a des plaintes déposées, donc on se dit que ça peut aller jusqu'au procès, mais c'est pas sûr. Il peut y avoir un arrangement à l'amiable. Dans le cas de Coinbase, ils ont dit qu'ils allaient aller au bout parce qu'ils considèrent qu'en fait, s'il y avait un arrangement à l'amiable, quelque part, ils reconnaîtraient leur tort. Ils ont vraiment envie de créer un nouveau cadre pour les cryptoactifs. Par contre, pour Binance, eux, apparemment, ils s'arrangeraient bien en catimini. Oui. Bon, ça pourrait rapporter de l'argent à la SEC. La SEC a besoin de Bitcoin, en gros. C'est ce que vous nous dites là. Alors, elle a déjà des Bitcoins, d'ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, elle les revend sur Coinbase. Ah oui. Ouais, enfin, l'État américain, quand il saisit des Bitcoins, il les revend sur Coinbase. C'est sublime. Pour revenir à Binance, pourquoi est-ce que Binance tient absolument aux États-Unis alors qu'ils sont dans le viseur du régulateur depuis longtemps en l'occurrence ? Oui. Alors on peut se demander pourquoi Binance prend autant de risques à aller sur le territoire américain. Bon, voilà, le président, le fondateur CZ pourrait être inculpé. Alors tout simplement, c'est que quand on est une institution financière, le marché américain, il est fondamental. Les gros volumes se font là-bas. Et d'ailleurs, dans la plainte qui a été déposée par la SEC, il y a certains mémos des salariés de Binance qui ont filtré et aussi du patron et qui disaient on ne veut pas perdre les clients américains. C'est des messages qui remontent il y a 4 ans à peu près. On ne veut pas perdre les clients américains, ils représentent trop de volume. Essayons de trouver des solutions pour que, à nos yeux, on ne soit pas obligé de les étiqueter comme des citoyens américains quand on les onboard sur la plateforme. Donc il y a eu plein de techniques qui apparemment ont été utilisées, toujours selon la SEC. On va inciter les clients américains à utiliser des VPN, donc des logiciels qui masquent la géolocalisation des utilisateurs, ou alors même des techniques en créant une société offshore et tout. Donc en fait là, officiellement, les volumes de Binance aux États-Unis, c'est 9%, mais avec ces techniques-là, la part de marché. Oui. La part de marché. Mais avec ces techniques-là, on peut se dire que c'est peut-être plus. On va parler, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui dans l'émission BFM Bourse. Tiens, ça faisait longtemps, pourtant on en parlait tous les jours depuis 2 semaines. On va parler d'intelligence artificielle. Ici, dans ce rendez-vous du club BFM Crypto, parce que c'est vrai qu'NVIDIA a franchi pour la première fois les 1 000 milliards de dollars de capitalisation il y a quelques jours, et que l'intelligence artificielle va sans doute au-delà des modes, un phénomène très probablement fondamental qui pourrait transformer à terme nos économies. Si bien que les cryptos à côté paraissent presque ringardes. Hop. Gonzague, vous allez nous expliquer que non, les cryptos gardent une avance, en tout cas en matière de régulation, parce que là tout le monde se demande comment est-ce qu'il va falloir réguler l'intelligence artificielle. Pour le coup, dans les cryptos, vous avez pris de l'avance sur ce front. Vous savez comment ça va être régulé, en tout cas ici en Europe? Oui, alors ce que je vais tenter de faire, c'est vraiment un parallèle entre la réglementation qui est demandée dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à celle qui s'applique, ou en tout cas qui commence à être mise en œuvre dans le domaine des crypto-monnaies. Oui. Ça a commencé par les appels des stars de l'intelligence artificielle. Il y a 2 mois, Elon Musk qui appelle à faire une pause de 6 mois dans le développement de l'intelligence artificielle afin de permettre à la société de déterminer les risques qu'elle représente pour l'humanité. Ça commence à être sévère. Et il y a 10 jours, Bill Gates et Sam Altman remettent le couvert et ils déclarent, je cite, « L'atténuation du risque d'extinction par l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société tels que les pandémies et la guerre mondiale. » Rien que ça. Rien que ça. Donc on est vraiment au-delà de la sauvegarde des emplois quand on parle de risque avec l'intelligence artificielle, on parle d'extinction de la civilisation. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir atténuer ce risque désormais assez bien identifié. Il y a quoi? Eliezer Yudkowsky aussi qui appelle. C'est qui Eliezer Yudkowsky? Alors c'est un ponte de l'intelligence artificielle. Lui il lance un sacré appel aussi. Oui. Alors lui aussi, il a même refusé de signer les dernières tribunes parce qu'il voulait aller encore plus loin en disant il faut vraiment tout arrêter. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que les blockchains ou la crypto pourraient aider à mitiger ce risque? Attendez, vous êtes en train de nous dire il y a peut-être un risque d'extinction de l'humanité, en tout cas c'est ce que prétendent certains industriels, ces appels nombreux à réguler ou en tout cas faire une pause sur le développement de l'IA, vous dites mais non, n'ayez pas peur, tout ça va se réguler peut-être parce que nous on a des blockchains à vous proposer, à vous offrir, et les blockchains pourraient apporter un début de solution face à toutes ces questions. Alors, les blockchains apportent un début de réflexion, pas forcément de solution mais de réflexion. Déjà, le premier motto des cryptos, c'est ne pas faire confiance et vérifier.
Ça, c'est un point central. Les blockchains, on sait qu'elles vont pouvoir apporter une garantie sur la provenance des données. Elles vont pouvoir fournir des preuves pour empêcher des falsifications. Mais surtout, elles vont favoriser une propriété collective pour faire face aux dangers posés par la propriété concentrée d'une technologie par une entreprise ou un gouvernement. Ah. D'accord. Donc la blockchain peut permettre de limiter d'éventuels super pouvoirs. Exactement. Ce qu'on va mettre en avant, c'est cette caractéristique forte de l'écosystème crypto, qui est la décentralisation. Cet esprit de décentralisation, c'est vraiment la contribution la plus précieuse qu'on va chercher à exploiter. Allez-y, Gonzague. Vous aviez prévu de continuer, vous m'aviez écrit des questions. Moi, j'attends qu'on arrive à la question, on n'y est pas encore. Je vous laisse y aller, allez-y. Donc le danger, on dit bien que c'est la centralisation de l'intelligence artificielle. Et les signataires des lettres ouvertes, eux, souhaitent que les gouvernements élaborent des politiques au niveau international pour faire face à la menace de l'intelligence artificielle. C'est assez noble, mais c'est un petit peu naïf. Qui peut croire que tous les gouvernements reconnaîtront que leurs intérêts sont mieux servis en coopérant plutôt qu'en faisant cavalier seul? Ou pire, qu'ils ne diront pas une chose pour en faire une autre. La coordination mondiale est envisageable, mais seulement lorsque le scénario du pire est évident. On l'a vu avec le Covid, avec les menaces nucléaires, on réussit à s'entendre à l'échelle mondiale. Mais ici, on ne parle que d'orientation de l'intelligence artificielle, et finalement ce risque, même s'il est identifié, il n'est pas encore assez prégnant pour l'ensemble de la communauté. Donc la crainte, ça va être que ces géants et ces acteurs de l'intelligence artificielle s'empressent de réglementer pour créer un monopole qui créera un risque centralisé et donc qui obligera à faire confiance sans pouvoir vérifier. C'est-à-dire que la réglementation pourrait entraîner des effets contre-productifs. Le vrai risque de l'IA, vous dites, c'est pas l'IA, c'est sa centralisation. C'est sa centralisation, c'est la boîte noire, c'est la société ou le gouvernement qui contrôle à des fins qui ne sont pas toujours... Pour le bien-être universel. Il demande la réglementation. Vous prônez, Gonzague, plutôt que la réglementation, la décentralisation. Et oui, en fait, les gouvernements préfèrent ce message qui dit « réglementez-moi s'il vous plaît ». Le défi, c'est de trouver la bonne combinaison entre les réglementations nationales, les traités internationaux et des modèles de gouvernance décentralisés et transnationaux. Et c'est amusant parce que c'est ce qu'on a vu apparaître pour la réglementation d'Internet, qui s'est fait dans le cadre de cadres multipartites qui ont permis l'élaboration de normes communes et le règlement des litiges par l'arbitrage plutôt que par les tribunaux. Donc on sait faire, on sait faire discuter des gouvernements, des universités, des entreprises. On l'a fait avec Internet, on pourrait tenter de le reproduire. Alors à certains niveaux de réglementation de l'intelligence artificielle sera sans aucun doute nécessaire, mais il est impossible que cette technologie sans frontières, ouverte et en évolution rapide puisse être entièrement contrôlée par des gouvernements ou des entreprises. J'ai envie de vous dire, ok, pourquoi pas. Peut-être que les blockchains apporteront une forme de régulation à l'intelligence artificielle, permettront de climatiser les risques, on va le dire comme ça. Mais la blockchain, si elle est programmée pour faire du mal, elle entraînera l'intelligence artificielle vers des actes maléfiques. Enfin, il y a blockchain et blockchain. La blockchain comme l'intelligence artificielle, ça peut être bien comme pas bien. Vous avez remarqué que je parlais davantage de décentralisation que de blockchain en particulier. Vraiment, le point important, à mon avis, à retenir... Celle-là, vous ne l'aviez pas écrite, cette question-là. Il faut solliciter l'écosystème crypto pour travailler sur des approches décentralisées, justement pour mitiger le risque, pour que le risque soit réparti sur un ensemble de nœuds, là c'est ce qu'on reparle de blockchain, partout dans le monde et pas concentré auprès d'un ou deux opérateurs uniques. Grégory, la décentralisation, c'est une solution face aux risques liés à l'intelligence artificielle ? En tout cas, la blockchain fait partie des options pour lutter contre le développement, en tout cas maléfique, de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Guillaume, mais je vous avais parlé du projet WorldCoin il y a quelques semaines sur ce plateau, donc qui est développé par Sam Altman, donc la personne qui a cofondé OpenAI, donc qui a développé ChatGPT. Et en fait, son grand projet, c'est donc de créer une sorte de proof of humanity, une preuve de personnalité sur blockchain et qui permettrait de prouver à chaque fois que vous êtes bien un humain et pas une machine. Et ça servira donc peut-être dans nos utilisations numériques du futur. Et tout ça, voilà, ça se passe sur une blockchain. C'est peut-être une partie de la solution. Bien sûr, c'est pas le seul projet comme ça. Des proof of humanity, on en voit de plus en plus. Est-ce qu'on a envie de faire confiance à une société qui risque de devenir quand même tentaculaire, voire même supranationale d'ici peu de temps? Je sais pas, mais c'est bien qu'il y ait de la recherche autour de cette question-là.
Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, très très intéressant de voir cette intelligence artificielle se développer, les questions autour de la réglementation monter en puissance aussi, et puis les blockchains qui pourraient faire partie de la solution. Merci beaucoup de nous avoir alertés sur ce point. Gonzague Grandval, directeur général de Scheme. Bon retour. Merci beaucoup Grégory Raymond, rédacteur en chef de The Big Whale, les cofondateurs. On salue aussi Valentin Nico qui nous accompagnait depuis Bourse Direct. Dans un instant, la séance du jour. On va retrouver tous nos experts. Le CAC 40 est toujours très très indécis. On est en petite hausse. Allez, de 0,2%. Vous pouvez aussi nous suivre bien sûr sur notre site BFM Bourse. Tous nos articles consacrés à la séance du jour. Et un secteur qui cartonne. Les équipementiers auto aujourd'hui font beaucoup mieux que le reste du marché. Pourquoi ? Parce que le Suédois Autoliv propulse l'ensemble du secteur. Il a annoncé effectivement qu'il serait déterminé à continuer d'augmenter ses prix. En tout cas, continuer de passer des hausses de coûts à ses clients. Ce qui bénéficie du coup à l'ensemble du secteur des équipementiers auto. Article disponible sur notre site BFM Bourse. On vous retrouve à la radio et à la télé dans moins d'1 minute 40. À tout de suite.